Cette année, le Dakar a 30 ans. 30 ans d'émotions fortes, de joie immense et de grandes peines. 30 ans d'hommes et de femmes exceptionnels. 30 ans d'une aventure humaine extraordinaire, avec ses petites et ses grandes histoires. On a arraché la roue. C'est à Paris que la course a commencé. À Paris où la préoccupation était l'achat des derniers cadeaux. Noël avait déjà eu lieu, le jour de l'an allait venir. C'était la fête, les illuminations, même si dans d'obscurs garages, on mettait la dernière main dans la graisse pour les derniers préparatifs. Le départ a lieu du Trocadéro au petit matin. La première étape mènera jusqu'à Marseille, mais avant de partir, au pied de la Tour Eiffel, il y a un instant privilégié, comme une incantation, une prière. Chacun semble se dire « Et si j'allais gagner ?» Réponse dans 18 jours. Le Dakar naît donc le 26 décembre 1978 à Paris. Et après un prologue d'un peu plus de 3 km à Montlhéry, les 182 véhicules filent vers Marseille, le quai de la Joliette, le bateau Malodorant, direction Alger. Les premières pistes et les premières effluves de l'aventure. En 1979, le Dakar ne représente encore rien. Ces pionniers n'ont qu'une idée très confuse de ce que peut signifier traverser l'Afrique sur 10 000 km, même si certains ont participé à l'Abidjan-Nice de Jean-Claude Bertrand. L'épreuve inaugurale fleure bon l'esprit potache, à l'image de Philippe Jambert avec ses bottes camarguaises, sa BMW R65 de route, configuration grande balade avec sa coche. En 1979, l'aventure prime sur tout le reste et il n'y a qu'un seul classement. Aujourd'hui, c'est une moto qui a pris le commandement et il y a 3 motos dans les 5 premiers à l'arrivée de l'étape d'Assa-Maka. Le nom des titulaires changera, mais jusqu'à Dakar, ce sera désormais une 2 roues qui aura le commandement de la course. À Assa-Maka, on est vraiment rentré dans la course et on peut faire un premier bilan. Enfin, nous sommes rentrés dans l'aventure, nous sommes en plein dans l'aventure, nous sommes en plein dans le sable, nous sommes en plein dans le désert. Et ceux qui trouvaient que ce rallye Paris-Dakar avait quelques tendances à s'enliser, eh bien je crois qu'aujourd'hui ils ne seront pas déçus. Je suis parti à 10h ce matin, 10h moins le quart, et puis j'étais à la frontière à 6h ce soir. Mais le soleil s'est couché à ce moment-là et on a dû attendre, pour faire les 30 derniers kilomètres, d'avoir plusieurs voitures pour former un convoi. Et quelles étaient les difficultés les plus évidentes sur le terrain? Oh, c'est le sable. Oh, le sable, je m'habituerai jamais au sable. Je déteste le sable. Les concurrents ont passé la frontière algérienne. Ils sont désormais au Niger, à Arlit. Et les difficultés ont déjà écrémé une bonne partie du convoi. Au départ d'Arlit, il ne reste que 124 concurrents, 35 ont déjà dû abandonner. Aujourd'hui, sur les 10 premiers, il y a 5 motos et 5 voitures. C'est Patrick Charles sur une 500 XT, une moto de tout-terrain qui est en tête. De cette année-là, il restera le souvenir d'une spéciale terrible entre Arlit et Agadez. 230 km où plus d'un quart des hommes se perdent dans l'Aïr. Déjà, le Dakar commence à nourrir sa propre légende. La majorité des véhicules n'est guère préparée à affronter les rudesses du parcours. Il y a là beaucoup d'engins de tous les jours, un peu améliorés, et une voiture extraordinaire, la Renault KZ 11 chevaux, même modèle que celle du commandant Étienne qui avait rallié Oran au Cap en 1927. Entre Arlit et Agadez, les motos prennent les 12 premières places de la spéciale. Patrick Schall est en tête. Philippe Jambert continue son aventure à la boussole et à la carte.
On est encore bien loin du GPS qui n'allait faire son apparition qu'en 1992. « 12 camions d'assistance prennent part à l'épreuve, le plus fameux étant le Pinzgauer, 6 roues motrices de Beau, Dunac et Chapelle. Auprès des concurrents et des suiveurs, la magie opère. Les contrôles de passage s'enchaînent avec cette impression qu'ils sont toujours un peu plus au bout du monde que le précédent. À Gao, Patrick Chal devance Cyril Neveu. Au moment de prendre le bac pour traverser le Niger, Fenouil, qui a la moto la plus puissante de tout le plateau, est 3e. Bien Fenouil, vous êtes au 14e jour du rallye, 3e au classement général. Comment s'est passé ce début de rallye? Très bien, j'ai eu aucun problème. Je dois avoir le meilleur moteur parmi les premiers, c'est-à-dire que je ne consomme pas d'huile. J'ai eu la chance de ne pas tomber encore. Et mon Dieu, tout s'est assez bien passé jusqu'ici. Et le rallye est dur pour vous? Très dur, ouais. Parce que j'ai une moto puissante, mais la saison des pluies était tardive cette année. Les pistes sont beaucoup plus défoncées. Moi, j'attendais un rallye rapide, où la puissance de ma moto m'aurait servi. Et là, c'est surtout une question de poids, de maniabilité. Patrick Chal abandonne après une chute entre Gao et Bamako. À chaque départ, les concurrents s'interrogent. Philippe, vous connaissez la piste aujourd'hui? Non, je la connais pas. Je connais pas du tout l'Afrique noire. Mais on m'a dit qu'elle était vraiment particulièrement difficile. Alors j'appréhende un petit peu, mais enfin, ça devrait passer. Au général, Cyril Neveu est en tête, devant Fenouil et Hubert Auriol, 3 hommes qui vont marquer le rallye pendant plus de 20 ans. Au dire de tous les concurrents, cette étape au Mali est l'une des plus difficiles. Les 3 premiers au classement général, dont Fenouil, partent ensemble et maintenant, et cela presque jusqu'à la fin de la course, Fenouil fera la route, Neveu ne quittant guère son sillage. Et Jambert qui continue la route. La course est pratiquement terminée pour lui, mais il est journaliste, il faut qu'il en voie le plus possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Philippe? Je viens de casser un amortisseur. Et ça fait longtemps que vous avez cassé? Je m'en suis pas aperçu tout de suite, c'est en m'arrêtant à côté du camion, c'est eux qui s'en sont aperçus. Et heureusement parce qu'il allait partir complètement et... Alors là, je me serais cassé la figure sérieusement. Vous allez pouvoir réparer? J'espère, je suis en train d'essayer de redresser, j'ai le goujon qui est tordu complètement là. Et j'arrive pas, il faut que je démonte le pot et tout. L'étape était dure aujourd'hui? Non, c'est l'enfer cette piste, hein. C'est vraiment une piste pour détruire les hommes et le matériel. Philippe Jambert n'atteindra pas Dakar et abandonne sur la route de Mopti. En 79, les voitures médicales ont des numéros de course. Et Thierry Sabine s'accorde quelques libertés. Ainsi, entre Bamako et Nioro, seul Philippe Vassart parvient à se sortir du fèche-fèche et à rallier l'arrivée dans le temps imparti. Mais Sabine allonge le délai pour éviter qu'il y ait un seul concurrent à l'arrivée à Dakar, ce qui, à ses yeux, aurait décrédibilisé d'entrée son épreuve. Sans cet aménagement du règlement, Vassart aurait été le premier vainqueur. À défaut, le scénario de la course demeure invariable. Fenouil, comme toujours, suivi par Neveu, comme son ange. À Key, nous sommes maintenant au Sénégal. Fenouil, sur sa BMW, est 3e du classement général. Les motos doivent faire des prodiges d'équilibre. La course de tout terrain, toute catégorie, tout véhicule Paris-Dakar, 18 jours, va se terminer. Fenouil est en 2e position. Nous sommes à 200 km de l'arrivée, après 9500 km de course. Encore 120 km et ce sera la plage. C'est grave le moteur? Oui, je pense pas qu'il puisse repartir là. Par l'autre côté, j'ai vu que c'était sans doute une bielle coulée, comme on dit. Tout le monde sait ce que ça veut dire, quoi. Mais on sait pas, le niveau d'huile a baissé d'un coup. Enfin, j'étais pas là, mais on voit là.
Il n'y a plus d'huile dans le moteur, alors qu'elle n'en a jamais consommé. Dans tout le rallye, j'ai dû user 2 litres d'huile, quoi. En tout cas, il n'y a plus d'huile dans le moteur, c'est sûr. Il y en avait ce matin, évidemment, quoi. Parce qu'il y avait tellement peu de boulot à faire sur cette moto que le niveau d'huile, j'avais le temps. J'ai eu un peu de malchance ces derniers jours en course, mais le moteur me donnait aucun souci, tout allait bien. Et là, alors je suis un peu déçu. Je sais pas, j'ai perdu de la puissance, ça s'est arrêté, je consommais pas d'huile. Je connais pas bien la mécanique, tout ce que je peux dire c'est que mon moteur marchait parfaitement. D'ailleurs je suis le seul à pas avoir changé de moteur parmi les 10 premiers du classement. C'est dommage surtout quand il y a 40 Honda, 40 Yamaha et puis qu'on est la seule moto non Yamaha dans les 30 premiers et on a envie de se défoncer un petit peu. C'est un peu frustrant. Fenouil reste sur le bord de la piste et à 22 ans, Cyril Neveu remporte donc la première édition du rallye. Il est encore un inconnu, mais il ne va pas le rester longtemps. Il devance Gilles Comte et Philippe Vassard. La première voiture est le Range Rover de Genestier, Terbio et Le Mordant, 4e. La première femme, Michel de Cortance, 19e. Mais le classement n'a guère d'importance. C'est l'esprit porté par Sabine qui va faire la renommée de l'événement. Ceci dit, la dureté de l'épreuve, ça, je l'ai choisi, c'est vrai, donc c'est de ma faute, c'est moi qui vous ai envoyé là. Maintenant, pour ce qui est du sable et du reste, c'est la course. De toute façon, ce que je disais tout à l'heure, dans une course comme la Route du Rhum, quand des concurrents sont balayés par des vagues géantes, ils ne vont pas se plaindre à l'organisateur. On est bien d'accord. Maintenant, je vous répète une chose, c'est que cette course est un rallye. C'est un rallye, je le dis depuis le début, c'est pas un raid. Les concurrents de ce rallye Oasis Paris-Dakar arrivent enfin au terme de cette épopée, au terme de cette grande aventure de 10 000 km. Ça y est, ils sont ici, juste au moment où Cyril Neveu, le vainqueur de ce Paris-Dakar, vient de monter sur le podium, mon cher Cyril, et tu viens de terminer en beauté avec un beau soleil. Mais je suis vraiment content d'être là, c'est fantastique. Et la plage de Dakar allait ainsi devenir la plus belle récompense qui soit et l'arrivée emblématique de la course. Alors, on a arraché la roue. C'est ça le rallye raid. En ces premières années, l'esprit du nouveau rallye est incarné par 2 hommes, 2 frères, Bernard et Claude Marot. Si j'accroche la troisième, ça va. Pas de piège, hein. Non, non, c'est bon. Non, fais gaffe. Il manquait plus qu'un camion. Fais gaffe, il t'a pas vu encore. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Quelle bande de cons. Attention. Attention, je sais pas si... Vas-y, rabat, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Travers. Fais gaffe à gauche, fais gaffe à gauche. Fais gaffe à gauche. Les frères Marot sont déjà des aventuriers. Ils connaissent bien l'Afrique. 8 ans avant le premier Dakar, ils ont acquis une belle notoriété en reliant Alger au Cap à bord d'une Air 12 Gordini. Ils aiment ce mélange de débrouille et de compétition. Ils sont là pour gagner. Pour la beauté de la course, de toute manière, il va falloir qu'on se batte. Il n'y a pas le choix. Si on se bat pas, il y a 4 iltis en tête et puis quoi, la course ne ressemble plus à rien, donc on va se bagarrer. On fera de la mécanique et on se bagarrera, quoi. Bon, on va pas laisser ça là. Les frères Marot apparaissent comme des héros bricolos qui s'engagent avec la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ou du moins, le croit-on, pour faire la nique aux grands constructeurs. C'est déjà l'affrontement entre le petit privé et le gros ogre. On laisse pas les bras au départ, mais il est évident que la lutte est un petit peu inégale dans la mesure où ils ont déjà des véhicules relativement solides, et quand je dis relativement, je suis modeste, peuvent se permettre d'attaquer tous les jours et de refaire la voiture pour le soir. En 1980, avec leur Renault 4, les frères Marot luttent donc avec les Iltis développés pour l'armée par Volkswagen. Patrick Zaniroli a convaincu un ingénieur allemand de les engager sur l'épreuve. Les frères Marot sont les seuls à pouvoir contester leur suprématie. C'est Zaniroli qui est bon là. Ah, il a autant de mal que nous, hein. Fais gaffe qu'il ne se foute pas en travers devant toi et que tu te coupes pas une touche.
ouais, la pêche, la pêche. Vas-y, c'est bon, t'es passé. Vas-y, coupe, c'est bon. La botte. Bien. Il est arrivé, l'Iltis? Non, vous êtes les premiers. C'est tout bon. Tu m'avais dit que tu passerais ou tu passerais, t'es passé. Putain, c'est dingue, les mecs. Où on l'a massacré aujourd'hui, où elle est arrivée? Cette même année, les frères Marot remportent une spéciale et finissent 3e du général. En 81, ils abandonnent alors qu'ils étaient en tête du classement. Arrive 82, le Dakar a acquis une grande popularité. Il est même un peu m'as-tu vu. De grands pilotes sont là, comme Jackie X, vainqueur alors de 8 Grands Prix de F1 et de 5 éditions des 24 heures du Mans. Il court sur un 4x4 Mercedes. Les frères Marot, eux, sur une R20 Turbo. Et ils sont toujours aussi enthousiastes. Ça fait vraiment quelqu'un pour la forme, mais là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y, avance, c'est bon. C'est bon. Vas-y, Laurent, Vas-y, Laurent. Qu'est-ce qu'il fout? Il s'arrête. Tire à gauche. À gauche, double-le. Vas-y. Attention, on trouve là. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Va. Allez, on y redémarre, le con. Vas-y, ramarre-le. Roule. On a eu du poids avec cette fois. Qu'est-ce que ça donne, l'huile? Ça va, t'es remonté à peu près à... T'es à 3 bars. Méfie-toi dans les... Quand je tire à gauche, il n'y a plus rien, c'est à 0. Non, bah ouais, essaie même de le prendre en 2 verres. Si t'arrives à le prendre en 2 verres, je pense qu'on va y aller. Moi, tu vas essayer. Merde. Attends, tu l'as à droite. Les gars, merde, il va taper. Ah, je suis obligé de... Ah, ouais. C'est bon, attention. Allez, tant pis pour lui, mon vieux, tiens. Allez, c'est bon. Tu l'as largué, il y a du toucher. Merde, fais gaffe, le cheval. Laisse-le partir. Et t'as vu la vitesse où on est? Là, ça y est, il tourne à gauche. Vas-y. En 82, l'un de leurs principaux adversaires est Jean-Claude Briavoine sur l'ADA. Oh, il t'a Briavoine au cul. Oh. Quelqu'un d'autre? On l'a Briavoine. Laisse-le partir. Dans ces années-là, la navigation compte pour 80% dans la réussite et les frères Marot l'élèvent au rang d'art. Ils ne gagnent aucune spéciale car le Dakar ne se gagne pas au chrono, mais ils profitent des erreurs de navigation adverse pour mener la course. Seul un problème mécanique peut les empêcher de gagner. Ils sont loin, non? Hein? Ils sont loin? Non, 4-5 km à doubler. 10 km à tout casser. Mais ils avaient l'air d'aller doucement. Tiens, allez, voilà. Ça fait 60 bornes qu'on n'a plus de pression de l'huile. Plus de. On a pété la pompe à huile, ça fait 60 bornes, je veux dire l'angoisse. Il faut dire que les frères Marot sont aussi des mécaniciens de génie. T'as des nouvelles du camion? Passe-lui un coup de radio quand même. Ils ont conçu eux-mêmes leur R20 Turbo, qui est en fait un patchwork de plusieurs Renault, et mis sur pied une logistique impeccable. Leur course se joue aussi la nuit. Ouais. Avec toi, il est là. Et le jour, les renards du désert, comme on finit par les appeler, maîtrisent toutes les subtilités de la piste. 148, 200, tu as un radier. Comment? Tu as un radier, mais je suis peut-être un peu... Ouais, tu as encore... Attends, tu dois être par là, non? Attends, là, tu l'as, là. Je suis un petit peu en avance sur mes notes, il est là. Vas-y. Là, il est précis, la vache. Dis donc, dur. Il n'y a personne, c'est bon. Attention derrière là. Attention, c'est bon, t'as une marche. Attention là.
première, prends ton temps, c'est pas la peine de la bousiller. Tiens, c'est bon. Accueillis par Thierry Sabine, les frères Marot défilent en vainqueurs sur la plage qui borde le lac Rose et dans les rues de Dakar. Bernard et Claude ont laissé une forte empreinte sur l'épreuve, mais 82 sera leur unique victoire. On a arraché la roue. Il y a un endroit au monde que les géographes nomment le désert des déserts. C'est le Ténéré, cœur du Sahara, cœur du Niger, cœur du peuple touareg. En 1983, Thierry Sabine l'inscrit pour la première fois au programme de son rallye. Et personne ne l'oubliera jamais. Le 12 janvier, entre Dirkou et Agadez, après 150 km d'étape, le vent se lève. Puis, c'est la tempête. Même par temps clair, le Ténéré se franchit par des balises plantées tous les kilomètres. Mais la visibilité est devenue quasi nulle et la tornade en a couché une bonne partie. Les hommes se perdent et peu de motards trouvent l'arbre du Ténéré où a lieu le ravitaillement. L'inquiétude commence à gagner. Quelques hommes poursuivent leur chemin. Hubert Auriol finit deuxième de l'étape derrière Marc Joanneau, un des hauts faits d'armes de l'histoire de l'épreuve. Mais la majorité est éparpillée dans ce grand nulle part. Certains se sont déjà préparés à y passer la nuit. L'organisation envoie les hélicos, du moins quand ils peuvent voler. Dans le Ténéré, les dunes s'élèvent en pente douce d'un côté et se rompent brusquement de l'autre. Il ne faudrait en aucun cas s'éloigner des balises, mais on ne les voit plus. Le franchissement tient de la roulette russe. Le soir, ils sont peu nombreux à atteindre Agadez. On est paumés, on a sauté des dunes, enfin on est arrivé de jour, alors c'était le principal. On est là, on est content. Où en est l'équipe Honda maintenant? Il n'y a plus que Robin qui est neveu et les deux filles. Les trois autres sont perdus. Et Vassar et Deseul, on les a pas retrouvés. La nuit va tomber et personne ne connaît le nombre exact de concurrents égarés dans le désert. On les retrouve peu à peu, alors que l'étape du jour est déjà partie. Paumé à peu près à 80 bornes d'ici. Parce qu'on a récupéré un vent de sable terrible où il n'y a strictement rien. Toute la piste était entièrement effacée à travers la végétation. C'est vraiment la catastrophe. Quand la nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. Mais il manque toujours Christine Caron, Bernadette Sassy, Gilles Deheul et Philippe Vassar. Le Dakar est remis en question.
3 avions survolent le désert, mais les vents de sable rendent la recherche difficile. L'armée nigérienne est partie en reconnaissance. 72 heures s'écoulent, aucune nouvelle, aucune trace. Gilles Déheul et Philippe Vassart finissent par rallier Agadez après avoir marché plus de 60 km dans le désert. Leur balise de détresse ne fonctionnait pas. Bernadette Sassy et Christine Caron ont été recueillis par des Touaregs. Il paraît qu'aujourd'hui encore, cela reste le souvenir le plus fort de leur vie. 1983, le Ténéré vient de faire son entrée dans l'épreuve. On a arraché la roche. 14 janvier 86, 19h30. Le Dakar perd son guide. L'hélicoptère qui transportait Thierry Sabine s'est désintégré. Le choc avec la dune a eu lieu à 8 km de Gourmara-Rousse, un petit village malien sur les bords du Niger. Thierry Sabine n'était pas seul. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du Journal du Dimanche. Et tous les 5 sont morts. Le terrain était très plat, il y a eu une très mauvaise visibilité. Et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km, et l'hélicoptère s'est craché. Comme vous savez, il y avait un fort vent de sable là. Les hommes qui apprennent la nouvelle sont hagards, choqués, abattus. Le rallye est comme décapité. Pendant 24 heures, le sort de l'épreuve est incertain. Il n'y a rien à dire, je crois. Le départ reprendra demain. Le départ de la course ? Oui. C'est de toute façon, on avait déjà évoqué le sujet avec Thierry auparavant, et je sais que c'est ce qu'il voulait. Le Dakar survivra donc à son créateur, un homme extraordinaire, jamais aussi bien raconté que par Jackie X. Quel charme! Quel charme, quel type, quoi. Il y a des gens comme ça, c'est un général de brigade, hein. C'est une espèce de Rommel, c'est un Montgomery, c'est des gens, on en sort un, on ne sait pas dire pourquoi, mais ils sont différents. On en sort un tous les 10 ans. L'année suivante, en 87, le cortège du Dakar lui rend hommage, sous le regard de son père qui assure la pérennité du rallye. Au pied de l'arbre perdu du Ténéré, où ses cendres ont été dispersées, il n'y a pas un bruit et beaucoup de pleurs. Mano Dayak, le célèbre chef Touareg, son ami, lui avait fait découvrir ce site grandiose. Thierry Sabine y repose désormais. On a arraché la roche. 1987, pour la première édition sans Thierry Sabine, 2 pilotes d'exception, Hubert Auriol et Cyril Neveu, vont se disputer une formidable lutte jusqu'à Dakar. En ce 1er janvier, personne n'imagine encore assister à l'un des plus grands duels de l'histoire du rallye. Cyril Neveu a déjà gagné 4 fois l'épreuve. Hubert Auriol 2 fois. Il faut ajouter Gaston Raillet, vainqueur en 84 et 85. À eux 3, ils ont remporté toutes les éditions. Mais après s'être mêlé à la lutte, le Belge ne peut tenir le rythme extraordinaire que mènent les 2 autres. Hubert Auriol gagne 2 spéciales. Je suis très content. Auriol comble son retard. Cyril Neveu domine le général.
On n'en est pas encore à la moitié des 13 000 km du parcours que tout le monde commence à pressentir ce qui se joue entre les deux hommes. Et personne ne perturbe ce duel qui se met en place. Je peux prendre tout? Oui, vas-y. Laisse-nous 10 litres parce que je sais pas combien on a. Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Hein? Il n'y a pas 10 litres là-dedans. Ah non? À chaque contrôle de passage, les deux hommes sont roue dans roue. Mais à Tombouctou, Neveu est en tête du général. Il a une demi-heure d'avance. Aujourd'hui, c'est une première. Tombouctou-Néma par une piste que nous n'avons jamais empruntée, dont René va vous entretenir dans le détail. Vous traversez un pont en bois et tout de suite après le pont en bois, c'est à droite. Alors la recommandation, vous passez vraiment au milieu d'un village de tentes. En fait, attention particulièrement là. En plus, c'est pas facile de naviguer, il y a des embranchements un peu partout. Donc allez doucement. L'étape entre Tombouctou et Néma marque le début de l'affrontement qui va gagner en intensité jour après jour et s'inscrire à tout jamais dans l'histoire du Dakar. Sur cette étape, tout est affaire de navigation. Et déjà, Cyril Neveu cherche sa voie dans le village que René Medj mentionnait lors du bivouac. Mais il est loin d'être seul, car tous s'interrogent sur la piste à suivre. On tergiverse beaucoup. Auriol et Neveu ne se quittent pas, chacun observant l'autre et peut-être attendant la faute. Et dans cette longue séance de jardinage, Cyril Neveu finit par s'ensabler. À peu près au même moment, Hubert Auriol prend une option. C'est la bonne. Il a trouvé la porte de sortie de ce dédale. Il file vers Néma. Il est seul. Ah Hubert, apparemment t'es tout seul? J'espère, ouais. Puis j'espère que ça va durer. Pourquoi c'était dur la nave? J'ai refait la route ce matin, puis en cherchant un puits, ils sont tous partis. Je suis tombé en rattrapant Joanneau. Et je suis passé 5e au 2e CP. Et puis après, d'un seul coup, plus de traces. Je sais pas où ils sont. Des pilotes finissent par arriver, mais Cyril Neveu n'est toujours pas là. Dans 20 secondes. Exactement. Oui. C'est toi quelle heure? Oui. Dans 20 secondes. À quelle heure je suis passé alors? Attends, je vais te passer. Puis il y a les 30 secondes aussi de... Non, j'ai calculé. Dans 10 secondes. Ça va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes premier de Paris-Dakar. Pourvu que ça allure. Les minutes passent. La tension de la ligne d'arrivée n'atteint pas les hommes du désert qui se soucient peu de la course du temps. 40 minutes, 45, 50, 1 heure. Cyril Neveu arrive enfin. Ouais, ça fait 1 heure qu'il est là.
tombé, j'ai voulu rattraper le temps. Après, j'ai suivi dans la poussière Teruzzi et Gaston. Le pire, c'est qu'au deuxième CP, j'étais devant Hubert. Après avoir 10 minutes de retard, j'étais devant lui. Comme j'avais plus de roadbook, plus de trip, j'ai suivi comme un peu. Ouais, ben voilà, Dakar, il s'est joué là. Tu crois vraiment? Il a une demi-heure d'avance maintenant. Hein. Hier, c'était le contraire. Ouais. Ouais, enfin pour moi, c'est cuit. Cyril Neveu, abattu, perd 41 minutes le lendemain et se retrouve à plus d'1h10 au général. Mais une ligne de chemin de fer va lui redonner espoir. C'est celle qu'emprunte le train pour acheminer le minerai de fer de Mauritanie. Entre Attar et Nouadhibou, Cyril Neveu est à plus de 160 km/h. Hubert Auriol est à l'arrêt. Il ne cesse de crever et perd un temps considérable. Cyril Neveu ne va pas tarder à l'apprendre. C'est pas trop dur, ça, là? Non, non, et Hubert, il est loin? Il a crevé. Il a crevé? Oh putain. Cyril Neveu accélère encore. Hubert Auriol est sous pression, il prend tous les risques. Les écarts circulent de ravitaillement en ravitaillement. J'ai encore crevé. C'est encore un quart d'heure. J'ai encore crevé. C'est combien de temps qu'il est passé l'autre? 5 ans. Le duel prend alors une intensité incroyable. Cela fait plusieurs jours que les deux hommes roulent à bloc. Mais à ce moment-là, ils sont de l'avis de tous dans une autre dimension du pilotage. Et à l'essence, quand l'hélico m'a dit qu'Hubert avait crevé, alors là, j'ai attaqué comme un calu. À cet instant, tout le monde s'interroge encore sur l'identité du leader. Je pense que 10 minutes, ça suffit. Bon. Même s'il y a plus que 30 secondes à Dakar, ça suffit. Toute la malchance aujourd'hui, alors. Ouais. Non, mais c'est pas normal. J'ai une tête de rayon qui a cassé, qui a percé la chambre. Ouais. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Ce qui est bien, c'est que je sois encore devant. Ça, c'est important. Lors de l'étape suivante, Cyril Neveu grappille encore 60 secondes au cours d'un nouveau mano à mano incroyable. Et au départ de l'avant-dernière étape, Auriol a 9 minutes d'avance. Cette étape n'est pas différente des autres. Les deux hommes sont seuls au monde. Cyril Neveu s'impose à Saint-Louis. Mais Auriol tarde. Cyril Neveu l'attend sur le bord de la piste. Ce retard est incompréhensible. J'ai les deux chevilles cassées. J'ai les deux chevilles cassées. Viens la moto. Allonge-toi. Doucement. Il a béton. Regardez-vous. À 20 km de l'arrivée, Hubert Auriol a chuté lourdement. Et malgré les douleurs insupportables, il a continué.
voulais remercier René pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. Cyril Neveu, qui remporte là son 5e et dernier Dakar, déclarera « Il en fallait un qui gagne. Malheureusement, ce fut moi. »